Un train partit, laissant derrière lui 2 enfants dont personne ne voulait. Sur le quai poussiéreux d'une gare perdue au cœur de l'Auvergne, 2 frères et sœurs orphelins attendaient un destin incertain. Tous passèrent devant eux avec indifférence, jusqu'à ce qu'un homme différent de tous les autres descende du wagon suivant. C'était un baron veuf et riche, mais il portait une douleur secrète. Il ne pourrait jamais avoir d'enfant. La rencontre entre ces 3 âmes solitaires changerait à jamais le cours de leur vie et défierait tout ce que cette société conservatrice croyait sur la famille, l'honneur et la rédemption. Avant de poursuivre, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'était l'année 1893 et la petite gare de Saint-Sébastien-du-Paradis vivait ses jours de léthargie, oubliée par le progrès qui filait à toute vitesse dans les capitales. La construction modeste, avec ses murs blanchis à la chaux écaillée et un toit de tuiles coloniales taché par le temps, servait plus de point de repère que de véritables portails vers le monde extérieur. Là, les trains ne s'arrêtaient que 2 fois par semaine, apportant des courriers en retard, des marchandises de première nécessité et, occasionnellement, quelques voyageurs perdus qui débarquaient par erreur. Ce jeudi d'août, le soleil de l'après-midi frappait impitoyablement sur le quai de bois usé. L'odeur caractéristique de fumée de locomotive se mêlait à l'arôme de café torréfié qui venait de l'entrepôt voisin et à l'odeur de terre rouge, qui imprégnait tout dans cette région auvergnate. Quelques poules picoraient entre les rails rouillés, indifférentes au drame humain qui était sur le point de se dérouler. Le train de 15 heures siffla 2 fois avant de s'arrêter complètement. Ses roues de fer grinçant contre les rails avec un son aigu qui faisait hurler les chiens errants au loin. Du wagon de marchandises descendirent d'abord quelques balles de tissu et sacs de farine. Puis, avec des mouvements hésitants et effrayés, 2 enfants posèrent les pieds sur le quai. Le garçon avait environ 12 ans, maigre comme un rameau sec, avec des cheveux bruns ébouriffés qui tombèrent sur des yeux couleur miel, pleins de méfiance. Il portait un pantalon rapiécé qui avait déjà appartenu à quelqu'un de plus grand et une chemise en coton brut avec des taches qu'aucun lavage ne pourrait plus enlever. Il tenait fermement la main d'une fillette plus petite qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Elle avait des tresses défaites, une robe simple en cotonnade délavée et des yeux écarquillés qui semblaient trop grands pour son petit visage effrayé. Les enfants ne portaient aucun bagage. Tout ce qu'ils possédaient était sur leur corps maigre et dans les expressions de peur qu'ils tentaient de cacher sans succès. Le chef de train, un homme corpulent, à la moustache grisonnante et à l'uniforme sali par le charbon, descendit derrière eux et cracha par terre avant de parler avec le chef de gare. Michel, un homme d'une 50aine d'années, au ventre proéminent et un air d'irritation permanente, sortit de son bureau, s'éventant avec un éventail de paille. La chaleur d'eau était suffocante, et il n'était clairement pas disposé à faire face à des complications supplémentaires. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Michel, désignant les enfants avec son éventail, comme s'il s'agissait d'objets oubliés sur le quai. « Des orphelins !» répondit le chef de train, allumant une cigarette de paille. « Ils viennent de la vallée de la Creuse. Leurs parents sont morts de la sécheresse. La tante qui s'occupait d'eux est morte aussi de la fièvre typhoïde. Le curé du village les a envoyés ici, disant qu'il y a un orphelinat à Saint-Sébastien. » Michel fronça les sourcils. « Un orphelinat ? Il n'y a pas d'orphelinat ici. Le curé a dû confondre avec Saint-Sébastien-sur-Loire, qui se trouve à 3 jours de voyage d'ici. » Le chef de train haussa les épaules, jetant la cendre de sa cigarette sur le sol en terre battue. « Je ne fais que ce qu'on me dit. On m'a dit de les laisser ici. Alors ils restent ici. Je ne suis pas responsable des erreurs de curé. Et qu'est-ce que j'en fais, moi ?» L'irritation dans la voix de Michel était palpable. « C'est votre problème, mon ami. J'ai un horaire à respecter. » Le chef de train retourna vers le train qui sifflait déjà, signalant le départ imminent. En quelques minutes, la locomotive reprit son chemin, laissant un nuage de fumée noire et 2 enfants complètement seuls sur un quai où personne ne les voulait. Le garçon tira sa sœur plus près de lui, ses yeux parcourant l'environnement inconnu avec un mélange de peur et de détermination. La fillette commença à pleurnicher doucement,
mais il lui serra la main et lui murmura quelque chose à l'oreille qui la fit taire. Michel les regarda avec l'expression de quelqu'un dont la journée venait d'être ruinée. « Comment vous appelez-vous »« Gabriel », répondit le garçon, la voix ferme, malgré la peur visible. « Et elle, c'est Claire, ma sœur. »« Quel âge avez-vous »« J'ai 12 ans, elle en a 7. Et il n'y a plus personne, aucun parent ?» Gabriel secoua la tête négativement. « Personne, monsieur. Nos parents sont morts, il y a 3 mois. Tante Bénédicte s'est occupée de nous jusqu'à la semaine dernière, quand elle est morte aussi. Le père Joseph a dit qu'il allait nous envoyer dans un endroit où il y aurait d'autres enfants, où on nous donnerait à manger et un lit. » Michel soupira lourdement, passant la main sur son visage en sueur. Ce n'était pas son problème, pensa-t-il. Il n'était qu'un chef de gare oublié, pas un assistant social. Sa fonction était de s'assurer que les trains arrivaient et partaient à l'heure, que les courriers étaient livrés correctement et que les marchandises n'étaient pas volées. Les enfants orphelins ne figuraient définitivement pas parmi ses responsabilités. « Écoutez, dit-il, essayant de maintenir un ton qui oscillait entre la fermeté et quelque chose qui pourrait être confondu avec de la compassion. Il n'y a pas d'orphelinat ici. Vous allez devoir aller à la gendarmerie. »« La gendarmerie ?» demanda Gabriel. « De l'autre côté de la ville. Mais le gendarme n'est pas là en ce moment. Le jeudi, c'est le jour où il va à la ferme de son ami. » Michel regarda le ciel, calculant le temps. « Et où allons-nous dormir cette nuit ?» La voix de Gabriel trembla légèrement en posant la question, révélant pour la première fois l'enfant effrayé qui se cachait sous la façade de courage. « Ici, pas question, c'est la propriété de la compagnie ferroviaire. Ce n'est pas une maison de charité. » Michel était déjà en train de retourner à son bureau quand Gabriel parla de nouveau. « Mais nous n'avons nulle part où aller, monsieur. Nous ne connaissons personne ici. Il fait nuit. » C'était vrai. Le soleil commençait déjà sa descente à l'horizon, teignant le ciel de tons orangés et rosés qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être considérés comme magnifiques. Mais à ce moment-là, pour 2 enfants perdus et seuls, ce coucher de soleil ne représentait que l'arrivée d'une nuit incertaine et effrayante. Michel s'arrêta à la porte de son bureau et se retourna. Pendant un bref instant, quelque chose qui aurait pu être de la pitié passa dans ses yeux fatigués. « Il y a une église là, sur la place, » dit-il, désignant vaguement au-delà de la gare. « Le père Anselme a l'habitude d'aider les nécessiteux. Allez-y, dites que Michel de la Gare vous envoie. Peut-être qu'il vous donnera une assiette de nourriture et un endroit pour passer la nuit. » Cela dit, il entra dans son bureau et ferma la porte fermement, signifiant que la conversation était close. À travers la fenêtre poussiéreuse, Gabriel put le voir s'asseoir à son bureau et prendre un vieux journal, ignorant complètement la présence des 2 enfants sur le quai. Gabriel regarda autour de lui. La gare se trouvait dans un quartier éloigné du centre-ville. Quelques maisons modestes ponctuaient le paysage, mais toutes semblaient fermées, avec leurs fenêtres sombres et leurs portes verrouillées. La rue de terre qui menait à la ville était longue et poussiéreuse. Claire lui tira la main. « Gabriel, j'ai faim » dit-elle d'une voix faible. « Et j'ai soif aussi. » La réalité de cette affirmation frappa Gabriel comme un coup de poing. Ils n'avaient pas mangé depuis le matin, quand le père Joseph leur avait donné quelques morceaux de pain rassis et une tasse de café dilué avant de les mettre dans le train. Et cela faisait de nombreuses heures. Son propre estomac gargouillait, se plaignant du vide. « Je sais, Clairette, » dit-il, utilisant le surnom affectueux qu'il avait toujours utilisé pour sa sœur. « Nous allons trouver l'église, le curé va nous aider. » Mais tandis qu'il commençait à marcher sur la rue poussiéreuse en direction de la ville, Gabriel ne pouvait s'empêcher de sentir le poids écrasant de la responsabilité qu'il portait. Il n'était qu'un garçon de 12 ans, maigre et faible à cause de la malnutrition chronique, sans argent, sans bien, sans connaître personne dans cette ville étrange, et il avait une petite sœur de 7 ans qui dépendait de lui pour survivre. Le centre de Saint-Sébastien-du-Paradis n'était pas grand.
Il se composait d'une place centrale avec un kiosque à musique délabré, de quelques magasins fermés à 7 heures, d'une épicerie, d'un magasin de tissus et, dominant l'un des côtés de la place, l'église Saint-Sébastien, une construction coloniale aux murs blancs et aux portes en bois sombre. Quand ils arrivèrent à l'église, la cloche sonnait 18 heures. Les portes étaient fermées. Gabriel frappa timidement, puis plus fort. Personne ne répondit. Il essaya de pousser les lourdes portes en bois, mais elles étaient verrouillées. Autour de la place, quelques personnes passaient en hâte, rentrant chez elles avant que la nuit ne tombe complètement. « Excusez-moi, madame. » Gabriel interpella une femme qui passait, portant un panier. « Madame, savez-vous où nous pouvons trouver le père Anselme ?» La femme s'arrêta et regarda les deux enfants avec une expression mêlant curiosité et méfiance. Le curé est parti à la campagne rendre visite à l'évêque. Il ne revient que la semaine prochaine. Elle observa mieux les vêtements déchirés et sales des enfants, leurs visages maigres et leur désespoir mal dissimulé. « D'où venez-vous ? Je ne vous ai jamais vu par ici. » Gabriel expliqua rapidement la situation, ses mots se bousculant sous l'urgence et la peur croissante. La femme écouta avec une expression de plus en plus fermée. Quand il eut fini, elle secoua la tête négativement. « Quelle situation difficile, » dit-elle, mais son ton ne portait pas de réelle compassion, seulement le genre de pitié distante que les gens ressentent pour des tragédies qui ne les affectent pas directement. « Mais je ne peux pas aider. J'ai 6 enfants à nourrir et j'ai déjà du mal à m'en sortir. Cherchez l'hospice de la miséricorde. Il se trouve dans la rue derrière. Peut-être que la mère supérieure vous acceptera pour une nuit. » L'hospice était un bâtiment ancien qui fonctionnait comme un hôpital improvisé et un abri occasionnel pour les voyageurs malades. Quand Gabriel et Claire y arrivèrent, une religieuse âgée les accueillit à la porte. Elle avait un visage ridé et une expression sévère qui ne s'adoucit pas en entendant l'histoire des enfants. « Nous ne pouvons pas accepter, » dit-elle catégoriquement. « L'hospice est pour les malades, pas pour les orphelins. De plus, nous avons une épidémie de rougeole. 3 enfants sont hospitalisés. Il serait dangereux pour vous de rester ici. » « Mais nous n'avons nulle part où aller, » supplia Gabriel, sa voix se brisant finalement de désespoir. « Nous avons juste besoin d'un endroit pour dormir cette nuit. Demain, nous chercherons le gendarme. Je suis désolé, mais je ne peux pas risquer que vous attrapiez la rougeole. Cherchez la gendarmerie. La gendarmerie est fermée. » La religieuse soupira d'impatience. « Alors attendez sur la place jusqu'à demain. Maintenant, excusez-moi, j'ai des patients à soigner. » Et elle leur ferma la porte au nez. La nuit était tombée complètement. La température, qui avait été suffocante pendant la journée, commençait maintenant à chuter rapidement, comme c'était courant sur le plateau auvergnat en hiver. Claire tremblait, en partie de froid, en partie de peur, en partie d'épuisement. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré silencieusement. Gabriel la ramena sur la place, où ils s'assirent sur les marches du kiosque à musique abandonné. Quelques personnes passaient encore sur la place, rentrant de leurs activités de la journée, mais toutes évitaient de regarder directement les 2 enfants sales et manifestement démunis. C'était comme si, en ne reconnaissant pas leur présence, elles pouvaient s'absoudre de la responsabilité d'aider. Un homme gros, bien habillé avec un veston et un chapeau, passa près d'eux, fumant un cigare coûteux. Gabriel rassembla son courage et s'approcha. « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous nous donner de la nourriture? Ma sœur n'a pas mangé depuis... »« Va-t'en d'ici, gamin !» L'homme le poussa avec force, faisant chanceler Gabriel. « Viens mendier devant mon magasin, je vais appeler le garde. » Une dame élégante qui passait fit un commentaire à son ami qui l'accompagnait, assez fort pour que Gabriel l'entende. De plus en plus, ce genre de gens infeste notre ville. On devrait tous les envoyer dans une colonie de travail. L'ami acquiesça. Et ce qui arrive quand on met fin à l'esclavage sans planifier. Maintenant, il y a des pauvres partout, sans travail, sans honte, vivant de la mendicité. Gabriel retourna auprès de Claire,
sentant le poids de l'humiliation s'ajouter à la peur et à la faim. Sa petite sœur le regarda avec des yeux qui imploraient des miracles qu'il ne pouvait offrir. « Gabriel, j'ai très froid, » murmura-t-elle, « et mon ventre me fait mal de faim. » Il retira sa fine chemise et la posa sur ses épaules, ne gardant qu'un maillot de corps encore plus fin en dessous. Le froid nocturne pénétra immédiatement sa peau, mais il ignora l'inconfort. Il devait être fort, il devait prendre soin de Claire. C'était ce qu'il avait promis à sa mère avant qu'elle ne meure, tenant sa main tandis que la fièvre la consumait. « Prends soin de ta sœur, Gabriel. Promets-moi de ne rien laisser de mal lui arriver. » Mais comment pourrait-il tenir cette promesse alors qu'il n'était lui-même qu'un enfant? Comment pourrait-il protéger Claire quand il n'avait pas de nourriture à lui donner? Il n'avait pas d'abri à offrir. Il n'avait rien d'autre que ses mains vides et son cœur rempli de peur. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle. La place devint de plus en plus déserte. Les lumières des maisons environnantes s'éteignirent une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'éclairage faible et irrégulier des réverbères à gaz au coin des rues. Claire finit par s'endormir. Appuyée contre Gabriel, son petit corps maigre tremblant, même enveloppé dans sa chemise. Gabriel ne dormit pas, il resta vigilant, chaque son dans la nuit faisant battre son cœur. Il entendait des chiens aboyer au loin, le vent murmurait dans les arbres de la place, les grillons chantaient dans l'obscurité et, plus troublant, il entendait des pas occasionnels de personnes qui traversèrent la place pendant la nuit, des figures sombres dont il ne pouvait deviner les intentions. Vers minuit, 3 hommes ivres traversèrent la place, venant d'un quelconque bistrot. Ils virent les enfants sur le kiosque à musique et rirent fort, faisant des commentaires obscènes que Gabriel ne comprit pas complètement, mais dont il saisit parfaitement le ton menaçant. L'un d'eux commença à s'approcher, mais un autre le tira, disant que cela n'en valait pas la peine. Ils continuèrent leur chemin, mais laissèrent Gabriel encore plus terrifié. Les premières lueurs de l'aube apportèrent peu de réconfort. Gabriel avait réussi à somnoler pendant peut-être 1 heure, mais il se réveilla en sursaut avec le froid intense de l'aube. Chaque muscle de son corps lui faisait mal. Claire dormait encore, mais sa respiration était irrégulière et son front, quand il le toucha, était chaud. La fièvre, une terreur immédiate s'empara de lui. La fièvre, c'était ainsi que tout avait commencé pour leurs parents. D'abord la fièvre, puis la faiblesse, puis la mort. « Non », murmura-t-il pour lui-même, « pas Claire. S'il te plaît, mon Dieu, pas Claire. » Quand le soleil se leva enfin complètement, la place commença à reprendre vie. Des commerçants ouvraient leurs boutiques, des gens passaient en chemin vers leurs travaux. Gabriel réveilla Claire, doucement. Elle ouvrit les yeux, confuse un instant sur l'endroit où elle se trouvait. Et puis la réalité revint, et ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. « Je veux maman », pleurnicha-t-elle. « Je veux rentrer à la maison. »« Je sais, Clairette, » dit Gabriel, sa propre voix étranglée. « Mais on ne peut pas. On doit être fort. Nous allons chercher le gendarme maintenant. Il va nous aider. » Mais trouver la gendarmerie s'avéra plus difficile qu'il ne l'avait espéré. Personne à qui il demandait ne s'arrêtait assez longtemps pour donner des indications adéquates. Finalement, un jeune garçon noir, à peu près de l'âge de Gabriel, qui poussait une brouette chargée de bois de chauffage, s'arrêta et expliqua comment y arriver. La gendarmerie était un petit bâtiment mal entretenu dans une rue latérale. À l'intérieur, ils trouvèrent un jeune gendarme assis derrière une table, mangeant du pain avec de la saucisse. L'odeur de la nourriture fit gargouiller l'estomac de Gabriel de manière audible et honteusement forte. Le gendarme leva les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Gabriel expliqua pour la 3e fois en moins de 24 heures sa situation. Le gendarme écouta en mâchant sa nourriture, sans offrir le moindre morceau aux enfants affamés devant lui. Quand Gabriel eut fini, le gendarme soupira. « Le gendarme n'est pas encore arrivé, mais même quand il arrivera, je ne sais pas ce qu'il pourra faire. La ville n'a pas d'orphelinat. Le plus proche se trouve à Clermont-Ferrand, à 2 jours de voyage en train. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ici là ?»
demanda Gabriel, le désespoir clair dans sa voix. « Je ne sais pas, gamin. Je ne suis pas assistant social. Vous allez devoir vous débrouiller. Trouver du travail, demander l'aumône. Je ne sais pas, ce n'est pas le problème de la gendarmerie. Mais nous sommes des enfants. Comment allons-nous nous débrouiller seuls ?» Le gendarme haussa les épaules avec indifférence. Le monde n'est pas un endroit facile, surtout pour ceux qui n'ont rien. Plus tôt vous l'apprendrez, mieux ce sera. Maintenant, sortez d'ici. J'ai du travail à faire. De retour sur la place, Gabriel s'assit de nouveau sur les marches du kiosque à musique, la défaite commençant enfin à pénétrer sa détermination. Claire était de plus en plus faible et fébrile. Lui-même ressentait des vertiges par manque de nourriture. 24 heures sans manger pour un corps déjà dénutri était dévastatrice. C'est alors qu'il vit l'homme. Il descendit d'une élégante calèche, tirée par 2 magnifiques chevaux, devant l'hôtel impérial, le seul hôtel de la ville. Il était grand, devait avoir environ 45 ans, des cheveux noirs avec des mèches grises aux tempes, une barbe bien taillée, des vêtements coûteux qui criaient la richesse et la position sociale. Un domestique noir l'accompagnait, portant une valise en cuir. L'homme s'arrêta devant l'hôtel et regarda autour de la place avec l'expression de quelqu'un qui revenait dans un lieu familier après une longue absence. Ses yeux passèrent sur les magasins, l'église, le kiosque à musique, puis se posèrent sur Gabriel et Claire. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. L'homme fronça légèrement les sourcils, étudiant les 2 enfants sales et manifestement démunis. Gabriel soutint son regard, quelque chose en lui refusant de baisser les yeux, même s'il savait qu'il était attendu qu'un enfant pauvre fasse preuve de soumission devant un homme d'une telle position sociale. L'homme dit quelque chose au domestique qui acquiesça et entra dans l'hôtel avec les bagages. Puis, étonnamment, l'homme commença à marcher dans leur direction. Gabriel tira automatiquement Claire, plus près de lui, dans une attitude protectrice. Il ne faisait pas confiance aux étrangers, surtout aux étrangers riches. Toute sa courte vie lui avait appris que les personnes au pouvoir l'utilisaient rarement pour le bien de ceux qui n'en avaient pas. L'homme s'arrêta à quelques pas, les observant attentivement. De près, Gabriel put voir que ses yeux étaient d'un vert profond, inhabituel, et qu'il portait une ancienne tristesse qui semblait étrangement familière. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme. Sa voix était polie, avec l'accent raffiné de la haute société, mais il y avait en elle un ton de véritable préoccupation que Gabriel n'attendait pas. Gabriel hésita, incertain s'il devait répondre. L'homme remarqua son hésitation et esquissa un petit sourire triste. « N'aie pas peur, je ne ferai rien de mal, je suis juste inquiet. Les enfants ne devraient pas passer la nuit dans la rue, c'est dangereux, et il fait froid. » Il retira sa redingote et la tendit à Gabriel. « Tiens, mets ça, tu trembles !» Gabriel ne prit pas la redingote immédiatement. « Pourquoi? Pourquoi voulez-vous aider ?» L'homme parut surpris par la question, puis pensif. « Parce que c'est la bonne chose à faire, je suppose. Et parce que... » Il marqua une pause, ses yeux devenant lointains un instant. « Parce que j'ai déjà connu des pertes. Je sais aussi ce qu'est la solitude. » Lentement, Gabriel prit la redingote et la posa sur Claire, qui tremblait de manière incontrôlable. Le tissu était fin, doux, d'une qualité infiniment supérieure à tout ce qu'ils avaient jamais touché. « Avez-vous faim » demanda l'homme. Gabriel balança la tête négativement. « Venez » dit l'homme en désignant l'hôtel. « Mais ils ne nous laisseront pas entrer, nous sommes sales » protesta Gabriel. « Ils vous laisseront entrer » répondit l'homme, sa voix ferme. Il y avait une autorité naturelle dans sa voix, le genre d'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Dans le salon de café de l'hôtel impérial, le gérant tenta initialement d'empêcher l'entrée des enfants, arguant qu'il n'était pas approprié de permettre aux mendiants d'entrer dans l'établissement, mais un seul mot de l'homme le fit taire et apporter rapidement une table propre, du pain frais, du beurre, du café au lait, des fruits et de la charcuterie.
Gabriel et Claire mangèrent comme s'ils ne devaient plus jamais manger, leurs mains tremblant en tenant le pain, des larmes coulant sur leurs visages, tandis qu'ils remplissaient leur bouche. L'homme observait en silence, son expression impénétrable, mais ses yeux étaient embués. Quand ils eurent enfin satisfait leur faim la plus urgente, l'homme parla de nouveau. « Mon nom est Théodore Auguste de la Rochefoucauld. Je suis baron par titre, mais vous pouvez m'appeler simplement Monsieur Théodore, si vous préférez. »« Gabriel, » répondit le garçon en s'essuyant la bouche avec le dos de sa main. « Et elle, c'est ma sœur, Claire. » Théodore fit un signe de tête, les traitant avec la même courtoisie qu'il aurait traité des adultes de sa classe sociale. Cela prit Gabriel par surprise. Gabriel raconta toute l'histoire. Les parents morts de la sécheresse et des maladies dans la vallée de la Creuse, la tante qui les avait accueillis brièvement avant de mourir aussi, le curé qui les avait mis dans le mauvais train, l'arrivée à la gare, le rejet de tous ceux à qui ils avaient demandé de l'aide, la nuit froide et effrayante sur le kiosque à musique. Théodore écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand Gabriel eut fini, le baron ferma les yeux un instant, comme s'il traitait quelque chose de douloureux. « Quel monde cruel !» murmura-t-il. Il resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre de l'hôtel la place à l'extérieur. Gabriel ne savait que dire ou faire. Finalement, Théodore se tourna de nouveau vers eux. « J'habite dans un domaine à environ 2 heures d'ici. Je ne resterai en ville qu'aujourd'hui, pour régler quelques affaires. Quand j'aurai fini, voudriez-vous venir avec moi? Je peux vous offrir une maison convenable, de la nourriture, des vêtements propres, au moins jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente à votre situation. » Gabriel regarda Claire, puis de nouveau Théodore. Tout, dans son expérience, criait que rien n'était gratuit, que les hommes riches n'aidaient pas les enfants pauvres sans vouloir quelque chose en retour. Mais quelle était l'alternative? Retourner sur la place, attendre le gendarme qui ne se souciait manifestement pas d'eux, mendier de la nourriture, jusqu'à ce qu'ils meurent finalement de faim ou de maladie. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Gabriel directement. « Vous ne nous connaissez pas. » Théodore soutint son regard. « Tu es méfiant, c'est bien. Cela signifie que tu es intelligent, que tu as appris à te protéger. Je vais être honnête avec toi, Gabriel. Je ne sais pas exactement pourquoi je veux aider. Peut-être parce que je vous ai vu et que cela m'a rappelé des choses que j'ai perdues. Peut-être parce que j'ai plus de ressources que je n'en ai besoin et que vous n'avez rien. Ou peut-être... » Sa voix devint plus douce. « Parce que je sais ce que c'est d'avoir le cœur brisé et je pense que faire quelque chose de bien peut aider à le réparer un peu. » Il y avait de la vérité dans ces mots. Gabriel pouvait le sentir. Cet homme était blessé d'une manière profonde. Et peut-être, pensa Gabriel, 2 personnes blessées pourraient s'entraider mutuellement. « D'accord, » dit Gabriel. « Finalement, nous allons avec vous. Monsieur ?» Le domaine Sainte-Claire se trouvait dans une région de collines douces, couverte de pâturages verts et de plantations de café ordonnées. La maison principale était une imposante construction de style colonial, avec des murs blancs, de hautes fenêtres à jalousies en bois et un large porche qui entourait toute la façade. Des jardins bien entretenus entouraient la maison avec des rosiers, des jasmins et d'autres fleurs qui parfumaient l'air. La calèche s'arrêta devant l'entrée principale. Un domestique noir d'âge moyen, vêtu d'un uniforme impeccable, descendit et ouvrit la porte. Théodore sortit le premier, puis aida Claire à descendre. Gabriel sauta seul, les yeux écarquillés, absorbant tout cela. « Bienvenue au domaine Sainte-Claire, » dit Théodore. « Ce fut la maison de ma famille pendant 3 générations. Une femme d'environ 50 ans, à la peau noire, aux cheveux gris attachés en chignon, vêtue d'une robe simple mais propre, sortit de la maison et s'arrêta sur le porche. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les 2 enfants sales et déguenillés à côté de son maître. « Monsieur Théodore, » dit-elle en descendant les marches. « Oui, Zélie, voici Gabriel et voici Claire. Ils ont besoin d'aide. Gabriel, Claire, voici Madame Zélie.
Elle gère la maison et s'occupe de tout ici depuis que j'étais enfant. » Zélie étudia les enfants avec un regard expérimenté. Elle ne peut pas continuer à écrire l'histoire, mais maintenant je veux qu'elle ait un total de 15 pages. 13. 37. Elle observa les vêtements déchirés, la saleté, la maigreur, mais aussi quelque chose de plus. La dignité blessée dans les yeux de Gabriel, le peur sur le visage de Claire. « Je vais préparer un bain et de la nourriture, » dit-elle, son ton s'adoucissant, « et trouver des vêtements propres. » Théodore acquiesça. « Merci Zélie, et demandez au docteur Dubois de venir. La fillette a de la fièvre. » Les heures suivantes furent comme un rêve pour Gabriel et Claire. Zélie les conduisit dans une chambre avec une baignoire en cuivre, où de l'eau chaude était déjà en train d'être préparée. Elle les lava doucement, avec la tendresse d'une mère, remarquant chaque côte saillante, chaque égratignure et blessure. « Vous n'êtes que des os et de la peau, » murmura-t-elle en frottant doucement les cheveux de Claire. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé correctement ?»« Depuis longtemps, » répondit simplement Gabriel. Après le bain, Zélie apporta des vêtements. Ils étaient évidemment ceux d'enfants qui avaient grandi, mais ils étaient infiniment meilleurs que les haillons qu'ils portaient. Gabriel reçut un pantalon en coton épais, une chemise blanche et un gilet. Claire eut une simple robe en coton bleu clair, puis Zélie les conduisit à la cuisine. Une grande pièce chaude avec une cuisinière à bois, des casseroles en cuivre brillant sur les murs et l'incroyable odeur de nourriture en préparation. Elle les fit asseoir à la grande table en bois et servit de la soupe de poulet, du pain frais avec du beurre, du riz, des haricots et du poulet rôti. « Mangez lentement, » avertit-elle. « Après si longtemps avec peu de nourriture, l'estomac a besoin de se réhabituer. » Pendant qu'ils mangeaient, le docteur Dubois arriva. C'était un homme âgé, chauve, avec des lunettes rondes et une mallette en cuir usée par l'usage. Il examina Claire attentivement, vérifiant sa température, écoutant ses poumons, regardant sa gorge. « C'est de l'épuisement et de la malnutrition principalement, » dit-il à Théodore, qui attendait à la porte. « La fièvre est légère, elle devrait passer avec du repos et une bonne alimentation, mais elle est très faible. Si elle était restée quelques jours de plus dans la rue, dans le froid et sans nourriture. » Il ne termina pas la phrase, mais le sens était clair. « Je veillerai à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, » dit Théodore. Cette nuit-là, Gabriel et Claire dormirent dans de vrais lits pour la première fois depuis des mois. La chambre que Zélie avait préparée pour eux avait 2 lits, avec des draps blancs et propres, des couvertures douces, des oreillers qui sentaient la lavande. Il y avait une commode en bois, un miroir, des rideaux aux fenêtres. Claire s'endormit presque immédiatement, son petit corps épuisé se relaxant enfin dans la sécurité et le confort. Mais Gabriel resta éveillé plus longtemps, regardant le plafond, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. 24 heures auparavant, ils avaient froid et faim sur un kiosque à musique abandonné, rejeté par tous. Maintenant, ils étaient dans un domaine luxueux, propre, nourri, en sécurité. Mais pour combien de temps? Et que voulait vraiment cet homme, ce baron? 2. Personne n'était bon, sans raison. La vie avait enseigné cette leçon à Gabriel trop de fois. Les jours suivants établirent une routine étrange et inconfortable. Gabriel et Claire furent installés définitivement dans la chambre que Zélie avait préparée. Ils reçurent d'autres vêtements adaptés à leur taille. Ils furent nourris 3 fois par jour avec une nourriture abondante et nutritive. Un précepteur, M. Auguste, fut engagé pour commencer leur éducation. Théodore interagissait avec eux quotidiennement, mais toujours en maintenant une certaine distance. Il s'informait de leurs leçons, de leur état, s'ils avaient besoin de quelque chose, mais ne les touchait jamais, ne les serrait jamais dans ses bras, ne démontrait jamais d'affection physique. Il était poli, attentif même, mais il y avait un mur invisible entre lui et les enfants. Gabriel observait tout avec attention, essayant de comprendre cet homme énigmatique. Les premières semaines, il explora le domaine pendant ses heures libres, cartographiant chaque recoin, chaque sortie,
planifiant des itinéraires de fuite si nécessaire, parlant aux travailleurs pour recueillir des informations sur le baron. Ce qu'il découvrit fut intrigant. Théodore Auguste de la Rochefoucauld était veuf. Son épouse, Madame Hélène, était décédée 5 ans auparavant pendant l'accouchement. L'enfant, un garçon, n'avait pas survécu non plus. Depuis lors, Théodore était devenu de plus en plus reclus, se consacrant obsessivement à l'administration du domaine, mais évitant toute vie sociale. C'était un homme différent avant, raconta Jean, le contremaître, un métis de 40 ans qui travaillait au domaine depuis l'enfance. Il riait, faisait des fêtes, avait des amis. Après la mort de Madame Hélène, c'est comme si quelque chose en lui était mort aussi. Zélie fut encore plus directe quand Gabriel finit par rassembler son courage pour demander « Monsieur Théodore se culpabilise pour sa mort. Il pense que s'il avait fait venir un meilleur médecin de Paris, s'il avait fait différemment, elle aurait pu survivre. Et le bébé ? Le bébé aurait été son héritier, le fils qu'il a toujours voulu. Perdre les deux d'un coup a brisé quelque chose en lui. »« Mais il nous a sauvés, » dit Gabriel. « Ce n'est pas le fait d'un homme brisé. » « C'est peut-être précisément parce qu'il est brisé qu'il vous a sauvé, » répondit sagement Zélie. « Parfois la douleur nous rend durs, parfois elle nous rend plus doux. » Claire, d'autre part, s'adapta beaucoup plus facilement. Avec la résilience particulière des jeunes enfants, elle accepta la nouvelle situation sans trop de questions. Elle appelait Théodore « Monsieur le Baron » et courait toujours le saluer quand elle le voyait. Elle montrait ses dessins, racontait ses leçons, bavardait sur sa journée. Théodore écoutait patiemment, souriait même occasionnellement, mais maintenait toujours cette distance. Il ne prenait jamais Claire dans ses bras, ne caressait jamais ses cheveux, ne l'appelait jamais par des surnoms affectueux. C'était comme s'il avait peur de s'approcher trop, de ressentir trop. 1 mois après leur arrivée, pendant le dîner dans la grande salle à manger, où Théodore insistait maintenant pour que les enfants mangent avec lui, Gabriel posa finalement la question qui le tourmentait. « Monsieur le baron, pourquoi nous avez-vous amenés ici ?» Théodore arrêta de couper sa viande et regarda Gabriel. « Nous en avons déjà parlé. Vous aviez besoin d'aide. Mais beaucoup de gens ont besoin d'aide. Vous ne les avez pas tous amenés. Pourquoi nous ?» Théodore posa ses couverts. « Tu es très direct pour un garçon de 12 ans. J'ai appris qu'il vaut mieux savoir la vérité, même si elle fait mal. Une sagesse amère pour quelqu'un de si jeune. » Théodore respira profondément. « Honnêtement, Gabriel, je ne sais pas si je peux te donner une réponse qui te satisfasse. Je vous ai vu sur cette place et quelque chose m'a ému. Peut-être la culpabilité d'avoir tant quand vous n'aviez rien. Peut-être l'identification parce que j'ai aussi perdu des personnes que j'aimais, ou peut-être... » Il marqua une pause, choisissant les mots avec soin. « Peut-être parce qu'une partie de moi voulait croire que je pouvais encore faire quelque chose de bien dans le monde. »« Et qu'est-ce qui va nous arriver ?» pressa Gabriel. « Allons-nous rester ici pour toujours ? Allez-vous nous renvoyer quand vous en aurez assez ? J'ai besoin de savoir parce que je dois prendre soin de Claire. » « Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ?» observa Théodore. « C'est ma sœur. C'est tout ce qui me reste de ma famille. » Théodore resta silencieux un long moment. « La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Les liens du sang, les souvenirs partagés, les personnes qui te connaissent depuis ta naissance. » Sa voix avait une qualité distante, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à Gabriel. « Quand tu perds cela, tu es à la dérive. Tu n'as pas de racines, pas de but. Vous parlez de votre épouse et de l'enfant que vous avez perdu ?» demanda Gabriel doucement. Les yeux de Théodore s'écarquillèrent. « Zélie vous l'a dit ?»« Non, monsieur. J'ai demandé. J'avais besoin de savoir avec qui nous vivions. » À la surprise de Gabriel, Théodore sourit légèrement. « Intelligent, toujours s'informer sur ceux qui ont du pouvoir sur vous. Bonne stratégie de survie. » Le sourire disparut. « Oui, j'ai perdu mon épouse et mon fils il y a 5 ans. Et tu as raison, Gabriel. Depuis, j'ai été à la dérive. Et nous allons vous aider à ne plus être à la dérive, » demanda Claire soudainement, sa petite voix douce coupant la tension du moment. Théodore regarda Claire et pendant un instant, quelque chose traversa son visage.
Douleur, nostalgie, quelque chose de profond et d'accablant. Puis, l'expression se referma de nouveau, le mur reprenant sa place. Peut-être, fut tout ce qu'il dit. Les mois passèrent, septembre arriva, puis octobre. Le printemps apporta des fleurs au jardin et de la chaleur au jour. Gabriel et Claire continuèrent leur leçon avec Monsieur Auguste. Gabriel se montra particulièrement doué pour les mathématiques et l'histoire. Claire avait un talent pour le dessin et la musique. Zélie commença à lui enseigner le piano les après-midi, utilisant l'instrument qui n'avait pas été touché depuis la mort de Madame Hélène. Théodore passait la majeure partie de ses journées à administrer le domaine. Il se levait tôt, supervisait le travail dans les plantations de café, s'occupait de la comptabilité et résolvait les problèmes. Mais il dînait toujours avec les enfants, s'informait toujours de leurs études, s'assurait toujours qu'ils allaient bien, mais la distance émotionnelle demeurait. Il ne les appelait pas ses enfants, ne parlait pas d'un avenir permanent. Quand Gabriel suggéra un jour qu'ils aimeraient aider au domaine et apprendre le métier, Théodore dit simplement que ce n'était pas nécessaire, qu'ils devaient se concentrer sur leurs études. Gabriel commença à percevoir un schéma. Chaque fois que lui ou Claire s'approchait trop émotionnellement, quand Claire essayait de lui prendre la main, quand Gabriel l'appelait « papa » par erreur, Théodore reculait, non pas de manière cruelle ou évidente, mais il s'éloignait subtilement, changeait de sujet, trouvait une excuse pour quitter la pièce. « Il a peur », dit Gabriel à Zélie un après-midi dans la cuisine. « Peur de nous aimer ». Zélie arrêta de pétrir le pain et regarda le garçon. « Tu es vraiment très observateur. »« C'est parce que j'ai peur aussi, » admit Gabriel. « Peur d'aimer cet endroit, de m'y habituer et de tout perdre à nouveau. J'ai déjà trop perdu. » Zélie s'essuya les mains sur son tablier et s'assit à côté de lui. « Gabriel, je vais te raconter quelque chose sur Monsieur Théodore qui t'aidera peut-être à comprendre. Quand Madame Hélène est morte, il n'a pas pleuré aux funérailles. Il est resté là, dur comme la pierre, sans une larme. Puis, il s'est enfermé dans sa chambre pendant 3 jours. Personne n'est entré, personne n'a rien entendu. Quand il est sorti, c'était comme s'il avait vieilli de 10 ans. Et depuis, il n'a plus jamais prononcé son nom, n'a plus jamais visité la tombe, n'a plus jamais entré dans la chambre du bébé. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal. Parce qu'aimer signifie pouvoir perdre, et il ne supporte plus les pertes. Alors, il a construit un mur autour de son cœur, et maintenant, même s'il le voulait, il ne peut pas abattre ce mur. Mais il nous a sauvés. S'il ne voulait pas s'en soucier, il nous aurait laissés sur la place. Il vous a sauvés parce que sa part humaine, sa bonne part, est toujours vivante. Mais vous laisser entrer complètement dans son cœur, cela signifie risquer de souffrir à nouveau. Et il a peur de souffrir. Gabriel assimila cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Continuez d'être qui vous êtes. Continuez d'être des enfants. Donnez-lui du temps, et peut-être, juste peut-être, il trouvera le courage d'abattre le mur. Mais le temps apporta des complications que personne n'attendait. En novembre, une visite inattendue arriva au domaine. Aristide de la Rochefoucauld, le frère cadet de Théodore, apparut par surprise un après-midi pluvieux. C'était un homme d'environ 40 ans, beau d'une manière conventionnelle, vêtu de vêtements coûteux et modernes. Il avait une moustache bien taillée et un air de supériorité. Il arriva accompagné de son épouse, Cécile, une femme blonde et mince, avec une expression en permanence aigre, et de leurs 2 enfants, Rodolphe et Béatrice, des adolescents gâtés qui regardaient tout avec dédain. Théodore ne sembla pas ravi de la visite, mais il était trop civilisé pour renvoyer sa famille. Il ordonna à Zélie de préparer des chambres et un dîner approprié. Ce fut pendant le dîner que la tension explosa. « Alors, mon frère, » dit Aristide, se servant plus de vin, « j'ai entendu des rumeurs en ville selon lesquelles tu aurais adopté 2 enfants des rues. »« Je n'ai pas adopté, » corrigea Théodore. « Je leur fournis un abri temporaire en attendant de trouver une solution adéquate pour eux. » « Une solution adéquate? Quel genre de solution ? »
Aristide regarda Gabriel et Claire avec un mépris mal dissimulé. Les orphelinats existent précisément pour des cas comme cela. Je n'enverrai pas d'enfants dans des orphelinats où ils seront maltraités et exploités, dit Théodore, sa voix prenant un ton d'acier. Mais tu vas les garder ici pour toujours? Cécile entra dans la conversation. Théodore, sois raisonnable. Ces enfants ne sont pas ta responsabilité. Tu as une position sociale à maintenir. Que vont penser les gens? Je me moque de ce que les gens pensent. Tu devrais, dit Aristide, surtout compte tenu de ta situation. Quelle situation? Aristide échangea un regard avec son épouse avant de répondre. Tu n'as pas d'héritier, Théodore. Quand tu mourras, toute cette propriété, tout le patrimoine de la famille de la Rochefoucauld passera à moi et à mes enfants, conformément au testament de notre père. Le silence qui tomba sur la table de dîner était dense comme le brouillard. Gabriel, assis à côté de Claire, sentit chaque muscle de son corps se tendre. Il ne comprenait pas complètement la dynamique des héritages et des testaments, mais il comprenait parfaitement qu'il entendait quelque chose d'important, quelque chose de dangereux. Théodore posa lentement sa fourchette sur la table, ses mouvements contrôlés d'une manière qui suggérait une colère contenue. « Je suis conscient des termes du testament. Aristide, notre père l'a écrit quand j'étais marié et que nous attendions un enfant. Il ne pouvait pas prévoir que je perdrais les deux. »« Exactement, » acquiesça Aristide. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne sonnait pas comme une sympathie sincère. Et c'est pourquoi il est crucial que tu comprennes ta position. Tu as 45 ans, Théodore. Tu pourrais te remarier, avoir des héritiers légitimes. Au lieu de cela, tu dépenses des ressources avec ces orphelins. Fais attention à ce que tu vas dire, avertit Théodore, sa voix basse, mais chargée de menaces. Je suis juste pratique, continua Aristide, en prenant une autre gorgée de vin. Ces dépenses avec des enfants qui n'ont aucune connexion avec notre famille, avec notre sang, sont imprudentes. Et, franchement, les gens en parlent. Laisse-les parler. Cécile se pencha en avant, ses yeux étroits, fixés sur Théodore. Mais as-tu déjà pensé aux implications, ces enfants s'habituant au luxe, à une vie qui n'est pas la leur de droit? Que se passera-t-il quand ils grandiront et que tu réaliseras finalement que tu ne peux pas les garder pour toujours? Tu vas créer de fausses attentes. Théodore, c'est cruel. Gabriel sentit Claire bouger inconfortablement à ses côtés. Il posa sa main sur la sienne sous la table, la serrant légèrement pour la rassurer, même s'il était lui-même loin d'être tranquille. Théodore se tourna vers Gabriel et Claire. « Avez-vous fini de manger ?»« Oui, monsieur, » répondit rapidement Gabriel. « Alors, s'il vous plaît, allez dans vos chambres. J'ai besoin d'avoir une conversation privée avec mon frère. » Gabriel n'eut pas besoin qu'on le répète. Il se leva, tirant Claire avec lui, et ils sortirent de la salle à manger aussi vite qu'ils purent, sans avoir l'air de courir. Mais ils n'allèrent pas directement à leur chambre. Au lieu de cela, ils se cachèrent dans le couloir voisin, où ils pouvaient entendre les voix élevées venant de la salle à manger. « Comment oses-tu parler de cette façon devant eux ?» La voix de Théodore était furieuse. « Ce sont des enfants, Aristide. Des enfants qui ont déjà souffert plus que toi ou moi ne souffriront jamais. » « Et c'est exactement mon point, » rétorqua Aristide. « Tu laisses tes émotions troubler ton jugement. Tu as pitié d'eux. Peut-être essaies-tu de remplacer le fils que tu as perdu, mais cela ne les rend pas ta vraie famille. Qui es-tu pour décider ce qu'est une vraie famille? Je suis ton frère. Je suis quelqu'un qui se soucie de l'héritage de notre famille, et je vais être direct avec toi, Théodore. Si tu continues sur cette voie, si tu commences à traiter ces enfants comme s'ils étaient les tiens, il y aura des conséquences. Tu me menaces? Je t'avertis. La loi est claire. Tu ne peux pas adopter officiellement ces enfants sans passer par des processus légaux longs et compliqués. Et même si tu le pouvais, pour qu'ils héritent de quoi que ce soit de ce domaine, tu devrais réécrire complètement le testament, ce qui exigerait l'approbation d'autres membres de la famille, y compris moi. Ce domaine est le mien pour l'instant, mais quand tu mourras, il me reviendra, à moins que tu n'aies des héritiers directs par le sang.
Et comme tu ne prévois clairement pas de te remarier ou d'avoir des enfants biologiques, ce domaine sera le mien un jour. Et quand il le sera, ces enfants seront dehors dès le premier jour. » Gabriel sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Clara lui serra la main avec force, ses yeux écarquillés de peur. C'était ce qu'il craignait depuis le début. Une stabilité qui ne durait pas, une sécurité qui n'était qu'illusion. « Sortez de ma maison, » dit-il, sa voix si froide qu'elle aurait pu geler. « Maintenant, Théodore, sois raisonnable. J'ai dit sortez, vous et votre famille n'êtes pas les bienvenus ici. » Il y eut des bruits de chaises traînées, des protestations étouffées de Cécile, puis des pas venant vers le couloir. Gabriel tira Clara rapidement derrière un lourd rideau, les cachant de la vue, quand Aristide et sa famille passèrent, accompagnés d'un Théodore au visage de pierre. Ils attendirent d'entendre la porte d'entrée se fermer, d'entendre le son de la calèche partant sous la pluie. Puis ils sortirent de leur cachette et se dirigèrent silencieusement vers leur chambre. Une fois là, la porte fermée, Clara s'effondra finalement. « Gabriel, ils vont nous renvoyer. On va devoir retourner dans la rue. »« Je ne sais pas, ma petite Clara, » dit Gabriel honnêtement en la serrant dans ses bras. Cette nuit-là, Gabriel ne put dormir. Il resta allongé dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière de Clara dans le lit d'à côté, son esprit tourbillonnant. Tout ce qu'il avait craint se réalisait. Il s'était habitué à la sécurité, au confort, à l'illusion que peut-être, juste peut-être, ils avaient trouvé un foyer permanent. Mais ce n'était que cela, une illusion. Il n'était rien pour Théodore légalement. Il n'était pas de la famille. Il n'avait aucun droit. Et quand Théodore mourrait ou quand il déciderait que garder 2 enfants orphelins était trop compliqué, ils seraient de retour dans les rues sans rien. Vers 2 heures du matin, Gabriel entendit un son, des pas dans le couloir. Il se leva silencieusement et alla jusqu'à la porte l'ouvrant d'une fente. Il vit de la lumière venant de sous le bureau de Théodore, hésita, puis se décida. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait, ce que Théodore prévoyait de faire avec eux. Il descendit les escaliers pieds nus, évitant les marches qui grinçaient. La porte du bureau était entr'ouverte. Par elle, Gabriel pouvait voir Théodore assis à son bureau, une bouteille de cognac à moitié vide à côté de papiers éparpillés. Son visage était dans ses mains, sa posture défaite. Gabriel frappa légèrement à la porte. Théodore leva brusquement la tête, surpris. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais debout ?»« Je n'ai pas pu dormir, monsieur. J'ai entendu la conversation au dîner et la conversation après aussi. » Théodore ferma les yeux. « Tu n'aurais pas dû entendre cela. Mais je l'ai entendu. » Gabriel entra dans le bureau. « Et je dois savoir la vérité. Monsieur va nous renvoyer ?»« Non. »« Mais votre frère a dit... » »« Mon frère. » Théodore l'interrompit, sa voix amère. « C'est un vautour qui attend que je meure pour prendre ce qui est à moi. Cela a toujours été ainsi. Notre père l'a gâté, lui a donné des propriétés et de l'argent, mais il en a toujours voulu plus. Il a toujours voulu ce domaine. Et il l'aura quand vous mourrez. » Théodore prit la bouteille et se servit plus de cognac. « Selon le testament actuel, oui, mais les testaments peuvent être modifiés. Mais il a dit qu'il faudrait l'approbation de la famille. Il a menti, du moins en partie. Je peux changer mon testament, je peux laisser ce domaine à qui je veux. Le problème est... » Il marqua une pause, buvant le cognac d'un trait. « Le problème est que, sans liens légaux formels, tout testament que je ferai pourrait être facilement contesté en justice après ma mort. Et Aristide a les moyens de se battre légalement pendant des années. » La voix de Gabriel sortit plus faible qu'il ne l'avait voulu. Théodore le regarda longuement. « Il y a un moyen, l'adoption plénière. Si je vous adopte officiellement tous les deux, vous devenez mes enfants légalement. Vous auriez les mêmes droits qu'un enfant biologique. Aristide ne pourrait pas contester. » Le cœur de Gabriel bondit. « Alors, pourquoi ne le faites-vous pas ?» La question resta suspendue dans l'air. Théodore détourna le regard, son expression se refermant à nouveau derrière ce mur familier d'émotions contenues. « Parce que c'est compliqué ?» dit-il finalement. « Compliqué comment, Gabriel ?
Tu as 12 ans. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore sur... Je comprends que vous avez perdu votre épouse et votre enfant. Gabriel l'interrompit, les mots sortant en un flot. Je comprends que vous avez peur de vous attacher à nous parce que vous avez peur de nous perdre aussi. Je comprends qu'il est plus facile de garder ses distances que de risquer son cœur à nouveau. Mais nous n'avons pas ce luxe, monsieur. Nous ne pouvons pas avoir peur de nous attacher, parce que si nous ne nous attachons à personne, nous n'avons rien. Nous avons déjà tout perdu. Nos parents, notre maison, notre sécurité. Et quand nous sommes arrivés ici, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, nous avions trouvé un endroit. Mais si vous ne voulez pas vraiment de nous, si nous ne sommes qu'un projet caritatif temporaire, alors il vaut mieux que vous nous le disiez maintenant, parce que c'est cruel de nous laisser espérer s'il n'y a pas d'avenir. Les mots sortirent dans un élan d'émotion refoulée, des mois d'incertitude et de peur débordant enfin. Gabriel sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais les retint fermement. Il n'allait pas pleurer. Il n'allait pas montrer de faiblesse. Théodore resta complètement immobile, regardant Gabriel comme s'il le voyait pour la première fois. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Puis, à la surprise totale de Gabriel, Théodore commença à parler, sa voix basse et chargée de douleur. « Quand Hélène est morte, quelque chose en moi est mort avec elle. Ce n'était pas seulement perdre la femme que j'aimais, c'était perdre l'avenir que nous avions planifié. C'était tenir mon enfant mort dans mes bras, si petit, si parfait, mais sans vie. C'était les enterrer ensemble et sentir comme si j'avais enterré mon cœur aussi. » Théodore se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'obscurité dehors. Après cela, j'ai construit des murs autour de mon cœur, de ma vie, de ma capacité à ressentir, parce que si je ne ressentais rien, je ne pouvais plus être blessé. Et ça a marché. Pendant 5 ans, ça a marché. J'existais, je gérais le domaine, je remplissais mes obligations, mais je ne vivais pas vraiment. Il se tourna vers Gabriel. Puis, je vous ai vu sur cette place, 2 enfants si clairement perdus, si évidemment en besoin d'aide. Et quelque chose dans ces murs s'est fissuré, pas complètement brisé, mais fissuré. Je vous ai amené ici, me disant que ce serait temporaire, que c'était juste faire ce qui était juste, que cela ne signifiait rien d'autre qu'une charité élémentaire. Mais ce n'est pas seulement de la charité, n'est-ce pas ? Demanda Gabriel doucement. Non, ce n'est plus le cas. Et c'est ce qui m'effraie, Gabriel, parce que cela signifie que je ressens à nouveau. Cela signifie que j'ai commencé à m'attacher. Et si je m'attache, je peux perdre. Et je ne sais pas si je survivrai à la perte de quelqu'un que j'aime à nouveau. Mais vous vous attachez déjà. Gabriel pointa du doigt. Les murs sont déjà fissurés. Essayer de les maintenir ne fera que vous blesser davantage. Théodore eut un rire sans joie. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai dû l'être, je n'ai pas eu le choix. Non, je suppose que non. Théodore retourna à sa chaise, s'asseyant lourdement. Gabriel, je vais être complètement honnête avec toi. L'idée de vous adopter formellement tous les deux me terrifie. Cela signifie s'engager complètement. Cela signifie dire au monde que vous êtes mes enfants. Cela signifie ouvrir mon cœur à toutes les possibilités de douleur que cela apporte. Mais cela signifie aussi nous donner une vraie famille, dit Gabriel, et vous donner une famille aussi, parce que vous êtes seul depuis 5 ans, et la solitude blesse autant que la perte, mais plus lentement. Les yeux de Théodore se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis que Gabriel l'avait connu, l'homme permit à une émotion réelle de traverser ses défenses soigneusement construites. « Je ne sais pas si je peux être le père que vous méritez, » admit-il, la voix brisée. « Je ne sais pas si je peux vous enseigner toutes les choses qu'un père devrait enseigner, si je peux donner l'amour qu'un père devrait donner. J'ai été mort émotionnellement si longtemps que je ne sais plus si je sais encore vivre. » Gabriel s'approcha du bureau. « Personne ne sait être un père parfait. Notre père n'était pas parfait. Il criait parfois, était frustré, commettait des erreurs.
Mais il nous aimait et c'est ce qui importait, pas la perfection, l'amour. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Alors on apprend ensemble, on corrige les erreurs, on essaie à nouveau. Gabriel tendit la main. Mais il faut essayer, monsieur Théodore, parce que ne pas essayer signifie être sûr d'échouer. Cela signifie être sûr de rester seul. Théodore regarda la main tendue de Gabriel, une petite main encore trop maigre, malgré les mois de bonne alimentation, mais forte. Une main offrant la connexion, offrant une chance, offrant une famille. Lentement, tremblant légèrement, Théodore tendit sa propre main et prit celle de Gabriel. La poignée fut ferme, réelle, engagée. « C'est d'accord, dit-il, la voix étranglée. C'est d'accord, je vais entamer le processus d'adoption. Mais Gabriel, il serra plus fort la main du garçon, il faut que tu comprennes. Je vais essayer, je ferai de mon mieux, mais il y aura des moments où je reculerai, des moments où les murs essaieront de se reconstruire. J'aurai besoin de patience, j'aurai besoin qu'on me rappelle qu'il est sûr d'aimer à nouveau. » « On peut le faire, » promit Gabriel. « On est habitué à se battre, et ça vaut la peine de se battre pour une famille. » Pour la première fois, Théodore lâcha la main de Gabriel et, hésitant, incertain, ouvrit les bras. Gabriel n'hésita pas, se jeta dans l'étreinte, sentant les bras forts de l'homme se refermer autour de lui, et là, dans le bureau sombre, éclairé seulement par des lampes, deux personnes brisées commencèrent le lent processus de se guérir mutuellement. Le lendemain matin apporta des changements palpables. Pendant le petit déjeuner, Théodore annonça formellement à Clara et Gabriel sa décision d'entamer le processus d'adoption. Clara, qui ne comprenait pas encore complètement toutes les implications légales, sourit simplement, radieuse, et courut embrasser Théodore. Cette fois, il ne recula pas, la prit dans ses bras, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, et la fit tourner en l'air tandis qu'elle riait. Gabriel observa avec un nœud dans la gorge, voyant les murs enfin commencer à s'effondrer. « On peut t'appeler papa ?» demanda Clara quand Théodore la reposa. Théodore déglutit, l'émotion traversant son visage. « Si vous voulez, mais peut-être est-il plus facile de commencer par papa. » Le mot sortit hésitant, comme s'il ne l'avait pas prononcé depuis des années et devait se remémorer sa forme. Clara le testa immédiatement. « Papa, dit-elle en savourant le mot. Papa Théodore. Juste papa, c'est bien, corrigea-t-il gentiment. Et Gabriel en perçut la signification. Mais si le côté émotionnel de la décision était pris, le côté légal se révéla complexe et frustrant. Théodore se rendit à Paris cette semaine-là, emportant avec lui toute la documentation qu'il avait pu rassembler sur Gabriel et Clara, registre de baptême de la vallée de la Loire, certificat de décès des parents, témoignage écrit du père Joseph, qui les avait mis dans le train. L'avocat que Théodore consulta, maître Henri Portal, un homme âgé aux lunettes épaisses et à l'air sérieux, fut direct. « Monsieur le baron, le processus d'adoption en France est extrêmement compliqué, surtout en 1893. La loi favorise fortement le maintien des enfants orphelins sous la tutelle de l'État ou d'institutions religieuses, et non dans des familles privées. Il y a un préjugé profond contre les adoptions, surtout lorsqu'elles impliquent des différences de classe sociale aussi marquées. « Mais y a-t-il des précédents légaux ?» demanda Théodore. « Quelques-uns, peu nombreux, et généralement ils impliquent des adoptions au sein de la même famille, des cousins adoptant des neveux orphelins, ce genre de choses. Un baron adoptant 2 enfants sans aucun lien de parenté, d'origine modeste, cela va susciter des interrogations et des doutes. » Quel genre d'interrogation? Maître Portal ajusta ses lunettes. Des interrogations sur vos motivations, des interrogations sur l'opportunité, et je peux vous garantir que votre frère Aristide tentera de bloquer le processus. Il a beaucoup à perdre si ses enfants deviennent vos héritiers légitimes. Aristide peut aller en enfer, dit Théodore sèchement. Que dois-je faire? L'avocat soupira. Nous devons déposer une requête auprès du tribunal pour enfants. Vous devrez démontrer une capacité financière plus que suffisante pour prendre soin des enfants, ce qui n'est évidemment pas un problème.
Vous aurez besoin de témoins de moralité, attestant de votre intégrité morale. Vous devrez prouver qu'il n'y a pas de parents vivants des enfants qui aient un droit légal sur eux. Et plus important encore, vous devrez convaincre un juge conservateur que cela est dans le meilleur intérêt des enfants. Et combien de temps cela prend-il? Des mois, peut-être plus d'1 an. Et cela si tout se passe bien. Théodore retourna au domaine cette nuit-là avec une expression sombre, réunit Gabriel et Clara dans le salon et expliqua la situation. Gabriel, qui s'attendait déjà à des complications, acquiesça simplement, mais Clara était confuse. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle. « Vous, papa, vous nous voulez, nous voulons rester. Pourquoi les gens doivent-ils décider cela ?»« Parce que le monde des adultes est compliqué, ma petite, » dit Théodore, la tirant sur ses genoux avec une aisance croissante, plein de règles et de lois qui parfois n'ont pas beaucoup de sens. Mais nous allons suivre ces règles, parce qu'au final, elles nous donneront ce que nous voulons. Une vraie famille, officielle, que personne ne pourra contester ou nous enlever. Pendant ce temps, demanda Gabriel, on attend juste. Pendant ce temps, nous vivons, nous apprenons, nous grandissons ensemble. Théodore les regarda tous les deux. Et nous nous préparons pour quand Aristide essaiera de causer des problèmes, parce qu'il essaiera. La prédiction de Théodore se révéla correcte plutôt qu'il ne l'espérait. 2 semaines après avoir déposé la requête d'adoption, Aristide apparut à nouveau au domaine, cette fois sans sa famille et avec un avocat à ses côtés. Théodore les reçut dans le bureau, mais demanda à Gabriel de rester présent. « Tu as 12 ans, presque 13. Tu es assez vieux pour comprendre ce qui se passe et assez intelligent pour apprendre comment le monde fonctionne. Reste et observe. » Gabriel s'assit dans un coin du bureau, tandis qu'Aristide et son avocat, un homme maigre à l'allure prédatrice nommé Maître Dubois, prenaient place. « Théodore, » commença Aristide, essayant de paraître raisonnable, « je suis venu ici pour faire un dernier appel à ton bon sens, avant que cela n'aille trop loin. Il n'y a rien à appeler. Ma décision est prise. Tu commets une erreur catastrophique. » Maître Dubois l'interrompit. « Cette adoption sera contestée à chaque étape. Nous présenterons des preuves que les enfants sont manipulés, que vous êtes dans un état mental instable depuis le décès de votre épouse, que c'est une tentative irrationnelle de remplacer l'enfant que vous avez perdu. » Gabriel sentit la colère monter en lui, mais Théodore resta calme. « Présentez ce que vous voulez, cela ne changera rien. Cela changera tout. » Aristide se pencha en avant. « Parce que nous n'allons pas seulement contester l'adoption, nous allons contester votre capacité à gérer vos propres finances. Nous allons demander au tribunal de désigner un curateur pour vos biens, alléguant que vous prenez des décisions imprudentes et irrationnelles. C'est ridicule. Le domaine prospère sous mon administration. Mais vous dépensez des fortunes avec ces enfants, des professeurs particuliers, des vêtements coûteux, des médecins, des avocats. Et pour quoi faire ? Pour des orphelins des rues qui n'ont droit à rien de ce que vous leur donnez. Ils ont droit parce que je choisis de leur donner. » Théodore répondit, sa voix prenant un ton dangereux. « Mon argent, ma propriété, mon choix. Pas quand cela affecte l'héritage familial, » argumenta Maître Dubois. « Pas quand cela compromet le patrimoine qui devrait passer aux héritiers légitimes. Aristide n'est pas mon héritier, pas tant que je suis en vie. Mais il le sera quand vous mourrez. Et ces enfants, si l'adoption est approuvée, auront droit légalement à la moitié de tout. La moitié, Théodore, la moitié d'une fortune que notre famille a construite pendant des générations, allant à 2 inconnus des rues. » Gabriel ne put plus se contenir. Il se leva, sa voix tremblante de colère. « On n'a rien demandé. On voulait juste ne pas mourir de faim. C'est Monsieur Théodore qui nous a sauvés, qui nous a amenés ici, qui a décidé de prendre soin de nous. » « Gabriel !» Théodore l'avertit gentiment. « Non, ils doivent entendre. On sait qu'on n'est pas de la même classe sociale que vous. On sait qu'on vient d'un milieu modeste, que nos parents étaient des gens simples. Mais on n'est pas rien. On a des sentiments, on a de l'intelligence, on a de la valeur.
Et si monsieur Aristide est si en colère de perdre de l'argent qui n'a jamais été le sien, c'est parce qu'il est cupide et cruel. » Le silence tomba dans la pièce. Aristide était rouge de colère. Maître Dubois semblait choqué, mais Théodore souriait, un petit sourire fier. « Sortez de mon bureau, » dit Théodore calmement à Aristide. « Et ne revenez pas. Si vous voulez vous battre avec moi, faites-le devant les tribunaux, mais ne venez pas chez moi me menacer ou insulter mes enfants à nouveau. » « Ce ne sont pas vos enfants. » Aristide explosa. « Pas encore légalement, mais en tout ce qui compte, ils le sont déjà, et je me battrai pour eux avec toutes les ressources que j'ai. Maintenant, sortez. » Aristide et Maître Dubois se levèrent. À la porte, Aristide se retourna une dernière fois. « Tu vas le regretter, Théodore. Je ferai en sorte que tu le regrettes. » Quand la porte se referma derrière eux, Théodore se tourna vers Gabriel. « Tu n'aurais pas dû t'exalter de cette façon. Désolé, je voulais juste... » Mais Théodore l'interrompit. « C'était courageux et juste. Et je suis fier de toi d'avoir défendu ta dignité et celle de ta sœur. » Il posa sa main sur l'épaule de Gabriel. « Aristide va rendre cela difficile. Il utilisera toutes les tactiques sales qu'il pourra. Es-tu prêt pour cela ? » « Je le suis, » dit Gabriel sans hésiter, « parce que cette fois, nous ne nous battons pas seuls. » 6 mois s'écoulèrent dans une tempête de documents légaux, de témoignages, d'audiences préliminaires et de manœuvres juridiques. Aristide tint sa menace de contester non seulement l'adoption, mais la santé mentale même de Théodore. Il présenta des témoins, des personnes qu'il avait subornées ou contraintes, alléguant que Théodore était obsessionnel, instable, incapable de prendre des décisions rationnelles, mais Théodore avait ses propres ressources. Le docteur Leclerc témoigna de la santé mentale exemplaire de Théodore. Jean le contremaître et des dizaines d'ouvriers du domaine attestèrent de son leadership ferme et juste. Des commerçants de Saint-Étienne parlèrent de ses transactions commerciales, toujours correctes, et de son caractère intègre, et étonnamment des gens commencèrent à soutenir publiquement l'adoption. Zélie écrivit une lettre passionnée au juge, décrivant comment Gabriel et Clara avaient ramené la vie au domaine, comment Théodore avait finalement commencé à sortir de son deuil paralysant. Monsieur Auguste, le professeur, témoigna de l'intelligence et du caractère des enfants, de leur studieux et respectueux comportement. Même le père Anselme, qui était revenu de son voyage, rendit visite à Théodore et lui offrit son soutien. « Ce que vous faites est chrétien au sens le plus profond, » dit-il. « Accueillir des orphelins, leur donner une famille et un avenir. L'Église soutient cela. » Mais la vraie bataille eut lieu le jour du jugement final, en mai 1894, presque un an après l'arrivée de Gabriel et Clara au domaine. Le tribunal était bondé. Aristide et sa famille étaient assis d'un côté, les expressions confiantes. Théodore, Gabriel et Clara étaient assis de l'autre, entourés de leurs avocats. Le juge maître Sébastien Fournier était un homme de 60 ans, aux cheveux entièrement blancs, à l'expression sévère. Il avait la réputation d'être juste, mais extrêmement conservateur, un partisan rigide de la loi. Maître Dubois présenta son cas en premier. Son argument était simple. Théodore était émotionnellement perturbé, essayant de remplacer l'enfant décédé avec des orphelins des rues, prenant des décisions irrationnelles qui compromettaient un patrimoine familial qui devait passer aux héritiers légitimes. Les enfants, argua-t-il, seraient mieux servis dans des institutions appropriées, où ils apprendraient des métiers adaptés à leur classe sociale. Ces enfants, dit Maître Dubois dramatiquement, sont élevés au-dessus de leurs conditions naturelles. Ils sont remplis d'attentes qu'ils ne pourront jamais satisfaire. Quand ils échoueront inévitablement à s'adapter à la société d'élite, ils souffriront immensément. C'est une cruauté déguisée en bonté. Puis, ce fut le tour de Maître Portal, l'avocat de Théodore.
Il appela témoin après témoin, attestant de la transformation positive des enfants, de l'amour sincère qui avait grandi entre Théodore et elle, de la stabilité et du bonheur que la famille avait apporté à tous les trois. Mais le moment crucial vint lorsque le juge demanda à parler directement à Gabriel et Clara. « Approchez-vous », instruisit maître Fournier. Gabriel serra la main de Clara tandis qu'il marchait jusqu'à l'avant du tribunal. Tous les yeux étaient sur eux. Gabriel pouvait sentir le poids des attentes, des jugements, des préjugés. « Gabriel », commença le juge. Sa voix n'était pas méchante, mais ferme. « Oui, monsieur le juge. »« Pourquoi sois honnête, Gabriel ?» Gabriel respira profondément. « Parce qu'il nous a sauvés quand personne d'autre ne voulait. Parce qu'il nous a donné un toit, de la nourriture, une éducation, des soins. Mais plus important que tout cela, parce qu'il nous a donné quelque chose que nous pensions ne jamais retrouver après la mort de nos parents. Et qu'est-ce que ce serait? Une famille, monsieur. Le sentiment d'appartenir, d'avoir quelqu'un qui se soucie si on se réveille le matin ou si on s'endort le soir, quelqu'un qui est fier quand on apprend quelque chose de nouveau, qui s'inquiète quand on est malade, qui nous aime même si nous ne sommes pas parfaits. Et vous pensez que le baron Théodore vous aime? Je sais qu'il nous aime, monsieur, parce que l'amour ne se résume pas à de belles paroles. C'est choisir de rester quand on aurait pu partir. C'est se battre quand il serait plus facile d'abandonner. C'est ouvrir son cœur, même en ayant peur d'être blessé à nouveau. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Alors oui, monsieur le juge, il nous aime et nous l'aimons. Le juge se tourna vers Clara. « Et toi, ma petite, veux-tu que le baron Théodore soit ton père ?» Clara hocha vigoureusement la tête. « Il est déjà mon papa. Il ne manque plus que le papier qui le dit. » Un murmure traversa la salle. Le juge frappa son marteau demandant le silence, puis il se tourna vers Théodore. « Baron Théodore, approchez-vous. » Théodore se leva et rejoignit les enfants. Instinctivement, il posa ses mains sur leurs épaules, un geste protecteur qui ne passa inaperçu par personne dans la salle. « Monsieur, » dit le juge, « cette cour est sur le point de prendre une décision qui affectera non seulement ses enfants, mais votre vie, votre patrimoine et votre famille. Êtes-vous absolument certain de vouloir poursuivre cela? Comprenez-vous que l'adoption est permanente, que vous ne pouvez pas simplement changer d'avis dans quelques années quand les enfants seront plus âgés et plus difficiles, que vous assumez l'entière responsabilité d'eux jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes? Je comprends parfaitement votre honneur, et oui, j'en suis absolument certain. Pourquoi? Un homme de votre position pourrait avoir n'importe quoi. Pourquoi choisir d'assumer la responsabilité de 2 enfants sans lien de parenté? Théodore regarda Gabriel et Clara, puis de nouveau le juge. « Parce qu'ils m'ont donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, votre honneur. Un but, de la joie, une raison de me lever le matin, au-delà de la simple existence. Ils m'ont rappelé ce que c'est que de vivre, pas seulement de survivre. Et oui, j'ai perdu mon épouse et mon enfant biologique. Cette douleur ne disparaîtra jamais complètement. Mais ces enfants ne remplacent personne. Ils craignent quelque chose de nouveau, une nouvelle famille, un nouveau départ. Et je les veux légalement comme mes enfants, parce que c'est ce qu'ils sont dans mon cœur. Ce sont mes enfants, et je les protégerai, les éduquerai, les aimerai pour le reste de ma vie. » Le silence dans la salle était absolu. Même Aristide semblait sans voix. Le juge, maître Fournier, resta silencieux un long moment, regardant les 3 personnes devant lui. Puis il prit ses lunettes, les nettoya soigneusement, les remit et frappa son marteau. Ayant entendu tous les témoignages, ayant considéré toutes les preuves présentées, ayant pesé soigneusement les arguments des 2 parties, commença le juge, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Cette cour parvient à la conclusion suivante. Gabriel serra la main de Clara si fort que ses doigts blanchirent. Théodore resta immobile, mais Gabriel pouvait sentir la tension émanant de lui. « La loi existe pour protéger les plus vulnérables, » continua maître Fournier. « Les enfants orphelins sont certainement vulnérables,
Et s'il est vrai que des institutions existent pour s'occuper d'eux, il est également vrai qu'aucune institution ne peut offrir ce qu'une famille aimante peut offrir. L'amour véritable ne reconnaît pas la classe sociale, ne reconnaît pas les différences d'origine, il ne reconnaît que le besoin et la disposition à répondre à ce besoin. Il regarda directement Aristide. Les arguments présentés par l'opposition sont, en leur essence, basés sur l'avidité financière, déguisée en préoccupation familiale. Cette cour n'est ni impressionnée, ni persuadée par de telles motivations. Aristide devint rouge, mais resta silencieux. Le juge reporta son attention sur Théodore et les enfants. Le baron Théodore de la Rochefoucauld a démontré une capacité financière plus qu'adéquate pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il a démontré un caractère moral exemplaire et, plus important encore, il a démontré un amour sincère et un engagement envers leur bien-être. Gabriel et Clara, à leur tour, ont montré à cette cour qu'ils comprennent la signification de la famille et ont clairement exprimé leur désir d'être adoptés. Il frappa à nouveau le marteau. Par conséquent, ce tribunal accorde la requête d'adoption. Gabriel et Clara sont, à partir de ce moment, légalement et officiellement les enfants de Théodore Auguste de la Rochefoucauld, avec tous les droits et privilèges que cette position confère. Que Dieu bénisse cette nouvelle famille. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, Clara cria de joie et sauta dans les bras de Théodore. Gabriel sentit des larmes couler sur son visage, tandis que Théodore le tirait aussi dans une étreinte, les serrant tous les deux fort. La salle explosa en applaudissements. Des gens que Gabriel ne connaissait même pas souriaient, certains même pleuraient. Zélie, qui était au fond de la salle, essuyait ses larmes avec son mouchoir. Le père Anselme faisait le signe de croix, les bénissant à distance. Aristide et maître Dubois sortirent rapidement, vaincus et furieux, mais Gabriel le remarqua à peine. Tout ce qui importait était ce moment, cette étreinte, cette famille enfin officialisée. 3 ans s'écoulèrent. C'était l'été 1897 et le domaine Sainte-Claire était en fête. Gabriel, maintenant âgé de 15 ans, grand et fort, aidait à organiser les tables pour la célébration annuelle de Noël, que Théodore avait reprise. Clara, âgée de 10 ans, était au piano dans le salon, jouant des airs festifs que Zélie lui avait appris. Le domaine avait prospéré sous l'administration continue de Théodore, mais plus que cela, il avait pris vie. Les rires d'enfants remplissaient les couloirs, des amis visitaient régulièrement. La tristesse qui imprégnait autrefois chaque recoin avait été remplacée par la chaleur et la joie. Théodore était sur la véranda, observant les préparatifs quand Gabriel le rejoignit. « À quoi pensez-vous, papa » demanda Gabriel. Le mot « papa » sortait maintenant naturellement, sans hésitation, juste en réfléchissant à la façon dont la vie peut changer. « Il y a 4 ans, » répondit Théodore, j'étais seul, mort à l'intérieur, existant juste jour après jour sans but. Et maintenant? Il fit un geste vers la scène devant lui, vers Clara jouant du piano, vers Zélie fredonnant dans la cuisine, vers les ouvriers préparant la fête. Tous faisaient partie d'une communauté vibrante et vivante. Maintenant, vous avez une famille, compléta Gabriel. Maintenant, j'ai tout, corrigea Théodore. Il passa son bras autour des épaules de Gabriel. Tu sais, quand je t'ai vu sur cette place, j'ai pensé que je vous sauvais, mais je crois que vous m'avez aussi sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, dit Gabriel. C'est ce que font les familles. Sagesse au-delà de tes années, comme toujours. Théodore sourit. En parlant de ça, j'ai quelque chose à te donner. Il sortit de sa poche une enveloppe. Ouvre. Gabriel l'ouvrit et y trouva des documents légaux. Il lui fallut un instant pour comprendre ce qu'il voyait. C'est « Vous me faites copropriétaire du domaine quand j'aurai 18 ans officiellement, mais je veux que tu commences à apprendre à tout gérer maintenant. Toi et Clara êtes mes héritiers. Ce domaine sera le vôtre un jour. Il est important que vous soyez préparés. » Gabriel regarda les documents, puis l'homme qui était devenu son vrai père. « Je ne sais pas quoi dire. » Tu n'as rien à dire. Sois juste heureux, Gabriel.
construis une belle vie, et peut-être quand tu seras plus âgé, si tu trouves quelqu'un qui a besoin d'aide, comme vous en aviez besoin, tends la main. Transmets la bonté qui nous a unis. Toujours, promit Gabriel. Clara apparut à la porte de la véranda. « Papa, Gabriel, la nourriture est prête. Zélie a dit de venir. » Théodore et Gabriel échangèrent un regard et sourire. Puis, ensemble, ils entrèrent dans la maison, où des odeurs délicieuses, des voix joyeuses et de l'amour les attendaient. Cette nuit-là, après la fête, quand tout le monde était allé dormir, Théodore resta éveillé un instant dans le bureau, là où des années auparavant, Gabriel avait fait son appel passionné pour une famille. Il regarda la photographie d'Hélène sur le bureau, quelque chose qu'il avait évité pendant 5 ans, mais qu'il pouvait maintenant regarder sans douleur paralysante. « J'espère que tu comprends, » murmura-t-il à l'image. « J'espère que tu sais que je ne t'ai jamais oublié, ni notre enfant, mais ces deux-là, ils m'ont redonné vie, m'ont redonné un but. Ils m'ont donné de l'amour quand je pensais ne plus jamais pouvoir aimer. » Et là, dans ce bureau silencieux du domaine Sainte-Claire, Théodore Auguste de La Rochefoucauld fit enfin la paix avec son passé tout en embrassant pleinement son présent. Dehors, les étoiles brillaient sur la Provence, et dans la maison maintenant pleine de vie, 3 personnes qui avaient été perdues et brisées avaient trouvé les unes dans les autres exactement ce dont elles avaient besoin pour redevenir complètes. Une famille non par le sang, mais par le lien infiniment plus fort du choix, de l'amour et de l'engagement d'être présent même quand c'était difficile. Et ils vécurent non pas parfaitement, mais heureux ensemble.